les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, et c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Laissez-moi vous conduire dans un voyage sensoriel. Voilà. Concentrez-vous sur le son de ma voix, fermez les yeux. Enfin, pas si vous conduisez, hein. Vous fermez pas les yeux si vous conduisez. Mais arrêtez-vous un instant, baissez les paupières, voilà. Nous y sommes, dehors, il fait une chaleur écrasante. Heureusement, vous avez prévu de vous réfugier dans un coin frais, un coin sombre, un coin familier. Vous entrez dans le bâtiment, la température baisse déjà un petit peu. Vous achetez une bouteille d'eau pétillante. Vous l'ouvrez, elle émet ce petit pshhh qui à lui seul vous rafraîchit déjà. Vous approchez le goulot de vos lèvres, l'eau coule, divine, elle emplit votre bouche, les milliers de petites bulles éclatent sur vos papilles, le frais dévale sur votre langue, dans votre gorge c'est divin. Puis vous poussez la porte, vous entrez dans cette grande salle obscure, climatisée, peuplée çà et là de silhouettes qui, comme vous, goûtent la fraîcheur et le calme de l'endroit. Vous prenez place au premier rang comme souvent, vous buvez un peu d'eau encore, mais vous en gardez pour le reste de la séance. Vous ne prêtez pas attention aux publicités, vous posez la bouteille encore fraîche sur votre nuque. C'est un régal. Vous vous dites que vous avez bien fait de venir au cinéma, que quel que soit le film, vous allez passer un moment réconfortant, au frais, dans l'obscurité. Les lumières s'éteignent, le noir se fait. Vous vous calez dans votre fauteuil, c'est tout juste si vous distinguez la porte de la salle qui s'entrouvre et quelqu'un qui s'approche, courbé, avant que le film ne commence. Cette personne vient s'asseoir juste à côté de vous. Il y a de la place, hein, mais à côté, pile poil. Cette personne, on va l'appeler Jean-Claude. Eh ben Jean-Claude, il pue la transpi. Et pas qu'un peu, hein, la transpi aigre, hein, dans une chemise en synthétique, à mi-chemin entre le cumin et le pipi. La séance va être longue, mais alors très très longue, et elle va se dérouler sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis. C'est dur la canicule. Tu viens de décrire le cauchemar de ma backroom, du coup. Genre, si je devais la designer, ce serait Jean-Claude à côté de moi, qui respire fort pendant un film très silencieux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé cette semaine. Je ne dirais pas quel film, je ne dirais pas dans quelle salle. Mais ça m'est arrivé. Et c'était pas Simon. Et ce n'était pas Simon, d'ailleurs, la chaleur l'a décimé. Et oui. Au revoir Simon. Au revoir Simon. Parti trop tôt. Mais d'ailleurs, où est Arthur? Que se passe-t-il? Arthur a chaud également. Arthur a très chaud. Pas là. Bon, c'est compliqué ce soir. Vous l'aurez compris, il y a eu des petites galères à droite à gauche. Ça voilà, arrive. C'est une configuration minimale, mais on est bien entre nous aussi. Hein. J'ai envie de dire, il reste les meilleurs, mais ce serait un peu méchant. Ah oui, c'est très méchant. Et surtout, il fait frais. Et on sent pas trop mauvais. Non, ça va. On s'est plutôt bien débrouillé. On s'est bien débrouillé. 8e douche aujourd'hui. C'est ça. Pour nos petites Josiane chérie d'amour cette semaine, maman a préparé un petit cadeau pour vous. Et oui, c'est un Chez Josiane spécial avec Jean-Baptiste Delamo. Jean-Baptiste Delamo, auteur notamment de La Nuit ravagée, de Règne animal, le roman, pas le film de Thomas Caillet, d'une éducation libertine, qui avait gagné le Goncourt du premier roman, qui est grand cinéphile devant l'éternel, et qui va nous dire tout de ses goûts les plus suspects en matière de 7e art, et croyez-moi, certains le sont particulièrement suspects. Voilà, allez, au programme cette semaine. Alors, il faut faire attention, cette semaine, il faut faire gaffe à pas se tromper. Parce qu'il y a des queens, mais pas celles que vous croyez. Il y a des jeux intimes, mais pas ceux auxquels vous pensez. Il y a des backrooms, mais c'est pas celles que vous avez en tête. Bref, c'est porno à gogo cette semaine, et c'est pas Jim Parfait qui s'en plaindra. Jim Parfait, c'est ce PD barbu, musclé, les pectoraux poilus, saillants et tellement d'abdos qu'on n'arrive plus à les compter. Le problème, c'est que Jim est atteint d'une nouvelle maladie qui foudroie la communauté gay, l'hétérose. Avec des conséquences dramatiques, ventre à bière, chaussettes claquettes et compréhension immédiate des règles du foot. Jim va devoir s'allier avec un tout jeune twink du nom de Lucien pour trouver un remède, la mystérieuse chloroqueer. J'ai l'hétérose, docteur. Aidez-moi, je vous en prie. Vous connaissez Lucien. Sans lui, il m'est impossible de synthétiser la chloroquine. La chloroquine. Le remède à l'hétérose. Pour m'accompagner dans l'aventure, j'ai pensé à toi. Ça veut dire qu'on va pouvoir sauver les hétéropositifs. Yes! Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Atané, avec les voix notamment d'Alex Ramirez, Jérémy Gillet et Shirley Soignon.
Sophie, qu'en as-tu pensé ? Je n'avais qu'une envie, c'était de le revoir et j'ai pas pu, mais c'est pas grave parce que le souvenir de cette séance pré-cannoise avec toi Nicolas et Arthur reste l'un de mes meilleurs moments de cinéma de l'année. D'ailleurs là je viens de découvrir un petit truc, le nom anglais de Jim Queen, c'est Jim Queen and the Quest for the Chloroqueer. Oui, c'est ça, mais c'était il y avait Ok. le sous-titre français aussi, mais je crois qu'ils l'ont enlevé à la dernière minute. C'était à leur l'origine. titre de travail en Ah. France. Travail, Et voilà. c'est resté pour la version internationale. D'accord, mais c'est très rigolo, je l'avais pas vu, j'avais pas ce détail-là. Je sais pas comment. En fait, c'est très bizarre. Quand on a trop d'amour pour un film, parfois on en perd un petit peu son jugement critique. C'est-à-dire que Jim Queen, c'est avant tout un moment de bonheur. Avant d'être un film, je crois que c'est un vrai moment qu'on a vécu comme un moment de partage, un moment de rigolade, un moment de trip visuel. Pour moi, c'est pas loin d'être un film parfait. C'est un film parfait, quoi, Jim Queen. Comme Jim parfait. C'est un film qui a des abdos, qui sent bon la transpi, avec qui on a envie de passer des soirées Folle. enflammées, quoi. Folle au sens propre et au sens figuré. Oui, non, moi je vais vous en dire un mot. Pareil, moi c'est un film que j'adore et c'est un film qui ne cesse de grandir. J'en ai des souvenirs très précis, j'ai des répliques. J'ai pas eu le temps d'aller le voir cette semaine, mais je le reverrai vraiment avec un grand plaisir. Et surtout, ce qui est absolument formidable, c'est que, alors, c'est un film sur la communauté gay. C'est pas sur la communauté LGBTQI+. Il y a quelques figurations, mais c'est vraiment un film sur les communautés gays et sur le communautarisme et sur finalement la division identitaire entre les sous-groupes. Donc, il y a les Gin Queen, il y a les Twink, il y a les Kiffers, il y a les Bears, il y a aussi les Puppies, il y a les BDSM, enfin, etc., etc. Et donc, on pourrait se dire, bon, bah, c'est un film fait par des PD pour des PD, ça va amuser que les PD. Or, pas du tout. Parce qu'il y a derrière Jim Queen un studio qui s'appelle Bobby Pills, qui avait fait notamment Les Cassos, qui avait fait Pipoudou. Et c'est un film qui est baigné de pop culture et de pop culture universelle. C'est-à-dire que c'est un film qui, en s'attaquant à un groupe social qui sont les gays, parle évidemment de notre société en règle générale. Et c'est un film qui a quand même le culot d'aller assez loin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un film qui fait de la private joke du tout. C'est de l'humour absolument universel et qui pousse surtout très très loin le cran de l'autodérision. Et il n'y a que les auteurs de ce film qui aurait pu faire ce film. Je pourrais en reparler à un moment donné, mais c'est un film qui égratigne aussi parfois ce qu'on pourrait appeler la communauté gay au sens large du terme, ou la division. C'est un film qui parle des fractures des différents groupes sociaux. C'est un film qui parle aussi de l'intolérance vis-à-vis d'une maladie qui se répand dans une communauté. Wink Wink, c'est un film qui parle aussi de ce que c'est que d'être dans le placard, de ce que c'est que l'homophobie au quotidien. Et c'est un film qui va quand même vous dire, sans trop vous spoiler, que finalement, bien, si on ne se rassemble pas, on ne gagne aucun combat. Donc en fait, c'est un film qui est aussi très politique et surtout, avant toute chose, c'est un film hilarant. C'est-à-dire qu'il y a un gag à la seconde et visuellement, vous allez retrouver plein d'inspirations, des mangas des années 90. Enfin, c'est vraiment extrêmement riche et moi, je suis très très épaté par le travail compliqué, parce que c'est un film qui a été difficile à monter, difficile à financer, difficile à fabriquer. Et ben moi, je tire un immense coup de chapeau à toute l'équipe, Marco Nguyen, Nicolas Tané aussi, mais les deux scénaristes, Simon Balto et Brice Chevillard, évidemment toute l'équipe d'animation, etc. Enfin, c'est vraiment un sacré beau boulot. Et d'ailleurs, petit bonus, nous avons eu la chance de nous entretenir, j'ai eu la chance de m'entretenir avec toute cette joyeuse équipe et vous pouvez l'entendre dès aujourd'hui puisque nous l'avons publié sur les différentes plateformes. C'est ça. Toi, tu t'es entretenu avec l'équipe créative et Sophie s'est entretenue avec le casting. Avec un le petit casting peu plus vocal. brièvement, mais pour un entretien très drôle, à l'image du film. Moi, c'est une grosse frustration d'abord. Initialement Jim Queen, parce que je le rate en projection anticipée avant le festival de Cannes et tout le monde me dit c'est un banger incroyable, il faut que tu le vois sur la Croisette. Je le rate sur la Croisette et tous les gens que je croise qui le découvrent à ce moment-là me disent c'est un énorme banger, il faut que tu le vois en salle. Je l'ai vu en salle, c'est un gros banger. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et en fait, je pense que Nicolas, tu mets le doigt sur ce qui fait de ce film-là. On parlera peut-être un petit peu après de son animation qui est quand même très particulière, mais ce qui en fait une excellente comédie et une comédie qui fonctionne à plein régime, c'est que comme toutes les bonnes comédies, ou presque toutes les bonnes comédies, elle a un fond de noirceur.
Et en fait, c'est là aussi où ça fonctionne, c'est que le comique du film a aussi pour objet de rassembler, certes, de dédramatiser aussi. Parce que c'est con, mais il faut quand même y arriver à faire une séquence de comédie musicale hyper drôle et hyper fraîche autour de la notion même d'être un homosexuel dans le placard, qui peut pas assumer sa sexualité, qui peut pas vivre sa vie pleinement et qui en plus vit sous le joug d'une mère hyper rétrograde, hyper autoritaire. Et de cette thématique qui pourrait donner lieu à peu près 150 000 drames sociaux français, ils arrivent à faire une séquence qui est une séquence drôle, poétique, qui tourne en dérision une certaine idée qu'on peut se faire du spectacle à Broadway ou de l'animation Disney. Donc, c'est une parodie de La Petite Sirène. Voilà, c'est une parodie de La Petite Sirène. Mais il y a aussi dans ce numéro musical un petit peu de Book of Mormon, je trouve, dans l'approche de l'idée d'avoir des paroles qui sont très chargées en humour, très chargées en dérision, volontiers un peu trash, mais enrobées dans une espèce de grand classicisme musical et tout. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Et puis, effectivement, c'est un film qui va parfois frontalement se confronter à des problématiques qui sont moins commentées, moins évidentes pour le grand public, très actuelles, notamment, et je ne dévoilerai pas dans quel contexte ni de quelle façon il est développé, mais il y a tout un segment autour de la notion de chemsex qui est sacrément courageuse, parce que c'est un qui est sujet... sacrément culotté, parce que, parce que réussir à le traiter... C'est un sujet très touchy, et en plus, faut le comprendre, ça échappe malheureusement encore beaucoup à beaucoup de gens, mais le chemsex, c'est une épidémie. Non, vraiment, c'est une épidémie et ça tue des gens, ça brise des vies en ce moment même, et faut réussir quoi à mobiliser cette question-là, qui est une question de fond, complexe, difficile, violente, et à en faire une séquence de comédie absurde, hyper originale et bizarrement hyper réjouissante. Et c'est là peut-être où est l'aspect le plus militant du film, quoi. C'est de réussir, y compris quand il adresse plutôt des questions de fond difficiles, de réussir à toujours être réjouissant et toujours fun. Ça, c'est pas facile. Hein. Mais c'est ce que me racontait un peu l'équipe de réalisation et de scénario, puisque dans l'équipe de réalisation et de scénario, ils sont moite-moite homo-hétéro. Voilà. Et donc, c'était intéressant parce que ils expliquent comment justement cet équilibre-là leur a permis de ne pas tomber sur l'entre-soi, c'est-à-dire la vanne qui est absolument captable par personne, et en même temps, parfois, les hétéros les poussaient en disant là-dessus, vous pouvez aller un peu plus loin. Et surtout, ce qui rend ces vannes acceptables, c'est qu'elles sont faites en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on sent que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, qui ne se moquent pas, qui ne tournent pas en dérision pour humilier, mais qui rigolent en pointant en même temps la réalité du problème social qui se dissimule derrière. C'est fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de tendresse, en fait. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un film très tendre. Et c'est un film très tendre. En fait, ce qui me fascine, c'est que la recette est extrêmement classique en soi. Ce que je disais à Alexis hier, c'est construit comme un Disney, hein. C'est construit comme un personnage très naïf, c'est à la fois un coming of age, un parcours initiatique, un quiproquo, un personnage qui doit évoluer. On est vraiment sur les rides narratifs presque d'un conte pour enfants, quoi. Sauf que d'avoir ce socle-là extrêmement solide qui est pour nous être sur des rails, hein, parce qu'on a l'habitude d'avoir ce genre de dynamique de personnage, d'alchimie, sauf que là, tout a été contextualisé, tout a été... il y a des pointes d'humour qui ont été insérées dans ce récit très classique et qui créent justement ce petit grinçage. Alexis, tu citais Book of Mormon, on est là-dessus, quoi. C'est comment on prend un canevas bien spécifique et particulièrement doux et lisse pour finalement le mettre à la sulfateuse, quoi. Et pour moi, c'était pareil déjà avec Pipoudou. Donc en plus, c'est bien de voir qu'on a... Pipoudou, vous pouvez trouver sur YouTube. C'est des espèces de petits courts-métrages qui n'ont pas été diffusés à la télé parce que c'est sexuellement explicite. C'est hyper trash. Ça parle de sexualité. Ça a une volonté pédagogique autour de la sexualité. C'est hyper trash et c'est absolument à mourir de rire. Avec Brigitte Lecordier qui double Pipoudou. Voilà, qui est la voix qui faisait Sangoku, notamment dans Dragon Ball Z, qui faisait, je sais plus, je crois, Esteban dans Les Cités d'Or. Enfin, qui est une voix très très connue du doublage des animés franco-japonais et japonais d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant pour rebondir là-dessus, c'est que on parlait du chemsex, mais enfin, je veux dire, le film arrive à aborder aussi l'homonationalisme, c'est-à-dire ces homosexuels qui aujourd'hui ont basculé à l'extrême droite. Le film arrive à parler aussi des thérapies de conversion, inversées, mais des thérapies de conversion quand même. Enfin, le film prend des risques et le tout avec cet humour
over the top, en poussant tous les potards au maximum. Donc c'est très irrévérencieux. Et l'irrévérence vis-à-vis d'une communauté, c'est toujours très plaisant quand c'est fait justement avec respect. Et je crois qu'ils sont sur une ligne de crête, mais cette ligne de crête, ils la tiennent du début à la fin sans jamais tomber. Moi, il y a des moments où j'avais quand même la mâchoire en disant « Oh, ils y vont fort, la vache !» Mais ça passe toujours parce qu'encore une fois, on sent qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent leur sujet et que c'est jamais... C'est de l'humour noir, mais c'est jamais de l'humour méchant. Non, puis en plus, c'est bien de taper sur tout le monde. Je vais pas voler un argument, mais j'ai entendu... Pour une fois, Maya Mazoret dire quelque chose qui m'a plu sur Quotidien. Quand ils ont reçu l'équipe de Jim Quinn, elle a dit en fait, ce qui est génial, c'est que dans les représentations gays au cinéma, on a toujours des clichés qui sont répétés à l'infini. Et que là, ils ont fait ce parti pris de dire ok, on va inverser, on va créer le cliché hétérosexuel. Et en fait, ce cliché hétérosexuel, moi, je le trouve assez savoureux. C'est-à-dire que évidemment qu'on est sur de la moquerie. Et si jamais je vois un seul hétérosexuel s'offenser du portrait qui est peint, je mettrai ma main dans la gueule. Non, mais c'est vraiment, je trouve ça très drôle de dire l'hétérose, c'est vraiment être une espèce d'apogée d'hétéro-beauf avec claquettes, chaussettes, envie de monogamie absurde. Je trouve que le portrait, il est parfois juste, parfois absurde, et c'est le mélange des deux qui fonctionne hyper bien. Et en fait, ça résume assez bien le film, quoi. On est toujours, comme tu l'as dit, sur une crête, mais la crête, on ne met pas un pas à côté, quoi. Ouais. Et visuellement, c'est magnifique. C'est-à-dire que visuellement, c'est des couleurs hyper vibrantes, hyper chatoyantes. Enfin, je veux dire, ça en met plein les yeux visuellement. C'est-à-dire que l'animation n'est pas du tout le parent pauvre de la narration. Non. Au contraire. Mais en fait, tu retrouves le style qu'ils avaient déjà développé dans Les Cassos et dans Pipoudou, qui fonctionne à plein régime. C'est que, comme c'est un style d'animation qui... Je ne vais pas dire que c'est un style amateur, attention, absolument pas. Il y a beaucoup d'artisanat et ça demande énormément de travail. Mais il y a quand même l'idée de conserver dans les traits, dans les proportions des personnages, dans leur caractérisation visuelle, l'idée de conserver un trait un peu enfantin, un peu candide. Et ça, c'est super parce que ça leur permet de faire passer beaucoup plus facilement et de rendre beaucoup plus fluide et naturel des vrais moments de comédie trash. Parce que comme pour les Cassos, qui ont quand même des épisodes, il y en a qui sont gratinés, hein. Je me souviens de l'épisode avec les Teletubbies qui sont camés au LSD et qui se chient dans la bouche littéralement, enfin, des trucs ultra trash, très bas du front. Pipoudou, c'est pareil, il y a des trucs vraiment gratinés. Mais là, même chose, t'as dans le placard mince, le nom du personnage m'échappe. Lucien, merci, doublé par Jérémy Gillet. Dans le placard de Lucien, il y a un nombre de sextoys absolument délirant, et ça... si t'es dans une animation à la Pixar, c'est bizarre, tu vois. C'est compliqué à faire passer, tu vois. Mais là, avec ce style, des sextoys dans Toy Story 5, on dira plus. Je sais pas. Sextoy Story, ça doit exister. C'est sûr que ça existe. Ah mon Dieu, c'est sûr que ça existe. Si on y a pensé, c'est que ça existe sur Internet. Voilà. Et je suis sûr qu'il y en a plus que de Toy Story. Que 5. Je pense qu'ils sont au 12 ou au 13 déjà. Mais non, mais tu vois, en fait, ça permet de faire passer ce truc-là. Et surtout, et ça, c'est quand même une des grandes forces du film, je pense que c'est ce qui lui permet de durer 1h25. Parce que quand tu as ce style-là et que tu peux te permettre, parce que c'est dans ton ADN d'animation, que tu peux te permettre d'aller très loin dans la caricature, du coup tes personnages ils sont identifiables en 3 secondes. C'est-à-dire que les Jim Quinn, tu rentres dans le gymnase, tu les vois, c'est des bodybuilders aux proportions totalement caricaturales et surhumaines, parce qu'on est dans l'animation donc on peut se le permettre, mais du coup immédiatement tu es dans un univers hyper codifié, hyper identifiable, tu sais exactement quelle est la typologie de personnages que tu vas rencontrer dans ce lieu-là, et ça leur permet, en même pas 1h30, de passer en revue quand même énormément d'aspects de la communauté gay. Et moi j'insiste là-dessus aussi, étant hétérosexuel, Quoi oui. What mon gaydar s'est donc encore trompé. Ah ouais, bien. Il y a une vanne sur le gaydar. Elle était pour toi. Elle était pour moi. En vrai, qui est plus qu'une vanne, qui est quasiment un sort narratif et qui est vachement bien exploité. Mais en fait, tu vois, il y a ce truc de... Quand tu regardes la communauté LGBT de l'extérieur, ce qui est mon cas, et je parle là vraiment de la communauté LGBT au sens large, c'est normal que les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres n'aient pas nécessairement la même culture, le même vécu, le même parcours politique, la même façon de militer, la même façon d'exister, parce que c'est des vécus différents, c'est des personnalités, des parcours de vie différents. Le fait que le film ne s'intéresse qu'à la communauté gay
et du coup te montre qu'à l'intérieur de chacune de ces communautés, il y a à nouveau des strates communautaires très réglées, très encadrées, d'un seul coup, ça les rend absurdes. Moi, j'ai passé tout le film à me dire, c'est quand même bizarre. Il y a donc ce personnage absolument truculent de Michel le Kiffer. Je précise Michel pour les gens le qui nous Kiffer. écoutent qu'il n'est pas Kiffer juste parce qu'il aime la vie. La communauté des Kiffers, ce sont des hommes homosexuels qui ont un fétichisme pour les baskets. Pour les pieds, les chaussettes les baskets sales. Voilà, il faut que ça sente. Voilà, donc c'est un fétichisme quand même assez particulier. Mais le fait est que ça reste une particularité. C'est-à-dire que tu peux très bien être Kiffer et à côté de ça... banquier. Oui, voilà, tu vois. c'est ça. Le Et film, parfois, souvent, tu es kiffer Voilà. et banquier. le film fait autour de ce personnage-là toute une séquence qui est vraiment une séquence de film d'aventure ou de film fantastique où il faut traverser un labyrinthe. c'est génial. Tu vois. Et en fait, moi, ce faisant, Un labyrinthe à cul. il met en évidence le fait que il y a quelque chose de fondamentalement absurde dans le fait de militer et de vouloir obtenir plus de droits, plus de reconnaissance, et en même temps, à l'intérieur même de cette communauté, ranger tout le monde dans des cases et faire en sorte que ces cases ne s'entrechoquent jamais, ne se mélangent jamais. Et en fait, je pense que le film a totalement raison de s'attarder uniquement sur la communauté gay, parce que si tu parles de la communauté LGBT au sens large, par la force des choses, tu perds de cette radicalité, de cette pertinence-là, je trouve. Oui, et puis la radicalité dans l'humour, on pourrait parler de la façon de répondre au canon à eau des policiers ou au caméo de Philippe Catherine. Oui. Qui est dans la bande-annonce par ailleurs. Oui, et puis Alors, là, c'est dommage. Ils jouent beaucoup dessus. Hein. Là, ils ont refait un truc. MK2 a repartagé là-dessus. Genre, excellent choix par ailleurs. Qu'est-ce que vous ne savez pas sur Jim Queen, etc. Donc il y a plein de trucs. Et puis il y a Philippe Catherine joue. Pour moi d'ailleurs, cette référence, c'est un hommage à South Park. Pour moi, trouver la prostate, c'est vraiment... Il y a un épisode de South Park entier sur trouver le clitoris. Je me demande si c'est pas dans le film. Non, c'est pas dans le film. Mais il y a effectivement un épisode entier en mode il faut la clitoris. quête du clitoris parce qu'on dit qu'il est tellement difficile à trouver. Et, d'ailleurs, il y a beaucoup de South Park dedans. Sûr, évidemment, on n'a pas parlé de Trey Parker et Matt Stone, mais oui, non, mais ils sont là en filigrane tout le temps, mais encore une fois, délicatsos. Notamment sur la prostate qui parle, c'est comme le clitoris qui dit vous m'avez trouvé alors caché dans une forêt, pareil après une quête. Enfin, genre, je trouve que c'est encore une fois c'est brillant d'avoir fait un film aussi complet et surtout Alexis me disait que la salle était comble hier. Oui, et puis les réactions, j'en ai fait quelques-unes quand même dans ma vie, des comédies qui déclenchent des vraies réactions de foule assez marquées, mais là, ça riait non-stop, et à la fin ça a applaudi, mais à en faire trembler les murs de l'UGC Léal, quoi. Et c'était dans une petite salle en plus de l'UGC, donc franchement, non, c'est assez balèze. Les chiffres de la première journée sont assez encourageants pour la suite. Ouais, clairement. Je pense que ça va avoir un bouche à oreille. Et déjà, si vous nous écoutez, allez voir Jim Queen. Allez voir Jim Queen, et on peut le dire pour nos absent friends. Comme on dirait dans le Rocker Picture Show pour Arthur et Simon qui ont aussi adoré le film, qui ont vraiment adoré, et que c'est un vrai home run de toute l'équipe. Complètement un home run. C'est un home run total. Vous entendez Home run. J'allais dire, vous entendez ? Il n'y a pas de blague raciste. Si, toujours. Ah bah non. Filez donc voir Jim Queen de Marco Nguyen et Nicolas Attané, avec les voix d'Alex Ramirez, Jérémy Gillet et Shirley Soignon. Et vous pourrez nous dire si vous avez plutôt sniffé les baskets de Michel le Kiffer ou faire un petit plan Golden Shower avec Jean-Claude Le Banquier. Allez. Et d'ailleurs, vous connaissez la différence entre un intellectuel et un homosexuel ? Entre un intellectuel et un homosexuel Je sais pas. Eh bien, l'intellectuel a le petit Larousse dans la tête et l'homosexuel a le gros Robert dans le cul. Ah, elle est douce et délicate. Elle est parfaite. Je suis très heureuse de ne pas avoir encouragé mes élèves de 6e de cette semaine à écouter le podcast. Effectivement. D'ailleurs, on est d'accord qu'il n'y a pas de dictionnaire qui s'appelle le gros Robert. Non, il y a le petit Robert. Oui, je le dis aux gens qui éditent le petit Robert, il est temps de faire le gros Robert, qu'on se tape des barres quand on passe devant le rayon dictionnaire. En 2 volumes, comme ça, on pourra avoir les deux gros Robert. Les deux gros Robert, évidemment. Excellent, on adore l'humour. Si vous avez besoin de conseils marketing... C'est vraiment une blague de quelqu'un qui a atteint d'hétéros, je vous le dis tout de suite. Oui, en même temps, vu le guédard de Nicolas, ça fait longtemps qu'il est contaminé. Et moi, vous dire que ce soir, vous m'empêchez de regarder les matchs de la Coupe du Monde. Allez, d'une Queen à l'autre, il n'y a qu'une petite injection dans les lèvres pour les rendre plus pulpeuses. C'est ce qu'a fait Shanna, jeune femme dont la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Maquée depuis des années avec un dealer violent qui fait des allers-retours en prison, elle gère en son absence la vente des stupes, mais pique aussi un peu dans la caisse. Sa relation avec sa mère et sa sœur, qui s'apprête à faire sa bar mitzvah, n'est pas de tout repos. Et quand est-ce qu'on lui laisse le droit de vivre un peu à Shanna ? J'ai envie qu'ils me prennent un peu de la graisse de là, genre du dos comme ça,
et il me la remet genre Mais harmonieusement. non, t'es très bien comme ça en fait. Il y en a encore pour longtemps là, ça fait 1 heure que j'attends. Bah c'est bon, on est au grec madame, on n'est pas au Phuket, faut se calmer. Faut savoir qu'aujourd'hui, je suis une personne hyper sérieuse, j'ai un travail, je suis indépendante, j'ai une vie qui est carrée. Shanna de Lila Pinel avec Eva Huo et Noémie Lovski, je vais vous en parler. Alors encore une fois, on est dans une configuration, et on s'en excuse, un peu particulière parce qu'il y a eu des petits soucis à droite à gauche. Donc on pensait pouvoir être rejoint par des amis et des camarades pendant l'épisode, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais être le seul à vous en parler ce soir, mais je vais vous en dire beaucoup de bien parce que c'est un film dans cette lignée de films comme on a pu voir assez récemment, comme Diamant Brut, comme L'épreuve du feu, c'est-à-dire comme Ma frère aussi, de ces films qui vont s'intéresser à des jeunes femmes de milieux populaires, très jeunes, en situation en général un peu précaire, et qui sont littéralement en lutte physique avec la vie. Le film est porté par Eva Huo, qui est absolument plus saisissante, plus vraie que nature dans ce rôle de Shanna. Et c'est un film. Enfin moi, c'est des films que j'aime énormément. C'est un film étonnamment que je conseille à ma mère de 90 ans d'aller voir, parce que c'est des films qui sont en prise avec le réel, c'est des films qui sont en prise avec la réalité d'une jeunesse délaissée, en l'occurrence d'une jeunesse aux prises, en l'occurrence d'une jeune femme en prise avec dans une relation violente, dans une relation toxique. On apprend que son compagnon est en prison parce qu'il l'a battue, qu'elle est sous emprise mais qu'elle refuse ses emprises. Et c'est vraiment l'histoire de la trajectoire de cette femme qui cherche sa vie. Et j'ai beaucoup pensé à Diamant Brut parce que Shanna, elle pourrait aller en télé-réalité. Elle pourrait chercher à passer les castings. C'est vraiment ce genre de jeunesse qui n'a finalement pas d'ancrage tellement familial, puisque on va comprendre au fur et à mesure du film que sa famille c'est très compliqué, que sa mère a pas été toujours très correcte avec elle, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas d'ancrage tellement religieux, puisqu'elle vient d'une famille juive, que sa sœur fait sa bar mitzvah, mais que pour elle ça représente pas vraiment grand chose. Pas d'ancrage culturel, pas d'ancrage professionnel. Alors comment on vit dans ces cas-là en fait? Qu'est-ce que c'est que la vie? La caméra de Lila Pinel est exactement à l'endroit où elle doit être. Elle vraiment, je vais pas en parler trop longtemps parce que c'est difficile d'en parler seul et sans avoir de contrepoint. Mais moi c'est un film qui m'a absolument enchanté, qui doit faire 1h20, donc qui a la politesse d'être exactement à l'endroit où il est, d'éviter aussi, surtout et toujours le misérabilisme ou l'acharnement, ce qui peut être malheureusement parfois un choix regrettable, de dire on voit quelqu'un qui est en train de se faire rouler dessus par la vie et qui va se faire rouler dessus jusqu'au bout. Shanna reste un film solaire et restera un film solaire même quand la situation commence à se replier et à devenir de plus en plus invivable. Je pense que ça tient beaucoup, comme souvent, à l'interprète. Noémie Lovski aussi est assez remarquable d'ailleurs dans le rôle de la mère. Bref, moi c'est vraiment un film qui m'a enchanté, que je regrette qu'il soit pas mieux et pas plus distribué que ça, parce que c'est un très beau. C'est pas exactement le premier film de Lila Pinel, qui a fait un peu de documentaire et qui, me semble-t-il, a fait un premier long métrage il y a quelques années. Mais en tout cas, c'est moi c'est un film qui m'a complètement séduit. Je sais que c'est un film qui avait plu à Arthur également. Ouais, beaucoup. Il en avait parlé lors de notre marathon du Festival de Cannes 2026. Moi, j'ai l'impression, j'ai pas eu la chance de voir le film malheureusement, mais j'ai l'impression qu'on est en train, mine de rien, d'assister, après des années et des années justement de représentation déviante et caricaturale par le prisme de la télé-réalité en premier lieu, mais j'ai l'impression qu'on voit au cinéma émerger pas mal de films qui ont pour objectif de saisir avec plus de justesse et beaucoup moins de clichés ce qu'on pourrait appeler une certaine jeunesse féminine prolétaire ces derniers temps, et les films que tu citais, et je pense que je le dis aussi pour les collègues et confrères et consoeurs critiques qui peut-être nous écoutent, mais je pense qu'il faut faire attention à ce genre de projet, parce que mine de rien, depuis Diamant Brut, il y en a quand même quelques-uns des films qui non seulement révèlent des actrices, mais qui en plus de ça ont effectivement à cœur, me semble-t-il, de rendre un peu justice à ces femmes-là dont le portrait a été très mal fait pendant des années. Trop sévère avec Diamant Brut. Je trouve que c'est un film qui était imparfait, mais qui pour un premier film était quand même assez solide en termes de mise en scène, et surtout qui
comme on le voit, a déjà posé des nouvelles bases dans le cinéma français et dans les représentations féminines, parce que maintenant on dit c'est ça, dans la lignée de Diamant Brut, un peu comme on dit dans la lignée de The Substance, en fait c'est des films qui ont créé un marqueur et je trouve que c'est important. Moi je sais que j'avais pas beaucoup aimé Diamant Brut, je sais pas si je le reverrai à la hausse en tant que film, hein. J'entends si je le revoyais demain, mais par contre je pense que je suis carrément passé, en tout cas que j'ai sous-estimé grandement l'impact que le film pouvait avoir et notamment que pouvait avoir sa sélection en compétition officielle à Cannes. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui motive les producteurs à mettre de l'argent dans des films qui traitent de ce genre de personnages féminins-là, en fait. Et pour modérer un peu, on peut pas modérer, mais en tout cas préciser ce que je disais, c'est le premier long métrage solo de Lina Pinel qui avait fait son premier long métrage en duo. Et surtout, ce que je trouve passionnant dans ces films, dans L'épreuve du feu aussi, c'est et on en parlait pour Jim Quinn, c'est la tendresse du regard. C'est-à-dire qu'on est face à des personnages qui ne sont pas, et je vais prendre pour modèle inverse les films de Guillaume Braque, qui ne sont pas des fantasmes de réalisateurs ou de réalisatrices blanches bourgeoises ou bourgeois qui fantasment une certaine vision de la cité, du quartier, d'une jeunesse populaire, etc. C'est des portraits plus vrais que nature qui prennent d'ailleurs des comédiens ou des comédiennes qui en général sont issus elles-mêmes et eux-mêmes de ces milieux-là. Je ne sais pas ce que sera la carrière d'Eva Huot, mais en tout cas, dans ce rôle, moi je suis époustouflé, pas par sa performance, par une performance naturaliste, mais précisément parce que Lina Pinel réussit à lui faire faire. C'est pas rien de jouer en plan séquence une scène de confrontation dans un magasin de fringues avec Noémie Lovski, à finir par se hurler dessus jusqu'aux larmes, sans coupe, juste sur une question de voilà ce que tu as fait et voilà pourquoi tu as été une mauvaise mère. Il faut réussir à le tenir. C'est pas rien de filmer cette jeune femme, son désir, sa libido, sa sexualité, quand elle a le corps qu'elle a, c'est-à-dire un corps qu'on appellerait pudiquement body positive, avec des formes, et qu'elle filme sans jamais aucune forme de complaisance ni d'obscénité. C'est toujours la caméra est toujours au bon endroit. Elle est évidemment dans tous les plans. Enfin, moi, je suis vraiment hyper enthousiasmé par ces cinémas-là, et notamment par Shanna, qui en est vraiment une très belle réitération. Voilà donc, c'était Shanna de Lina Pinel avec Eva Huot et Noémie Lovski. Vous pourrez nous dire si vous allez le voir, si vous êtes plutôt galéré avec un mec violent qui vous oblige à dealer, ou le cinéma finalement c'est quand même hyper sous-coté. Eh bien, d'une backroom à l'autre, il n'y a qu'un trou. Ou pas plutôt, ou pas de trou en l'occurrence, pardon. Car qui sait ce qui se cache derrière le mur d'un magasin de déstockage de meubles ringards dans une de ces banlieues industrielles au faubourg des villes? C'est le postulat du très attendu long métrage Backrooms de Kane Parsons, l'homme à l'origine des vidéos YouTube qui ont lancé le phénomène des backrooms et de ce qu'on appelle le creepypasta autour de ces espèces de longs couloirs désertés. Que vaut donc le passage au long métrage qui a littéralement fait exploser le compteur et le box-office pour A24 aux États-Unis le jour de sa sortie? Vous savez, tous ces endroits, ces bâtiments, ces pièces sont des souvenirs déformés. Un vrai bazar. Mais c'est aussi magnifique, en un sens. Non? Backrooms de Kane Parsons avec Chiwetel Ejiofor et Renate Reinsve. Alexis, qu'en as-tu pensé? Bah écoute, moi je suis plutôt client de manière générale de l'horreur sur Internet. J'ai même tendance à penser que dans l'état actuel des choses, c'est sur Internet que se joue le pan le plus intéressant et peut-être aussi le plus anxiogène et le plus efficace au sens émotionnel du terme de l'horreur. Mais je suis passé à côté de Backrooms. Voilà, je suis désolé pour les gens qui nous écoutent et qui sont fans absolus de ce contenu, je suis passé à côté. Mais du coup, je commence le film Backrooms, vierge de tout a priori, et très vite, le film me rappelle, par sa séquence d'introduction, qui est une séquence en found footage, qui reprend les codes du found footage, le film me rappelle non pas la série Backrooms, que je n'ai pas vue et à laquelle il fait explicitement référence par ailleurs, mais une autre web-série que je n'ai jamais réussi à terminer tellement elle m'a terrifié au plus profond de mon être, qui s'appelle Marble Hornets. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que Marble Hornets, c'est la web-série qui a transformé
un mème qui, à l'époque, on est en 2009, si je dis pas de bêtises, tournait sur quelques forums d'aficionados de l'horreur numérique en un véritable phénomène pop culturel qui a été décliné ensuite au cinéma, en jeux vidéo, en littérature, en veux-tu, en voilà, puisque Marble Hornets, c'est une web-série autour du mythe du Slenderman. Et le principe de Marble Hornets est très simple. C'est un homme qui prétend avoir créé une chaîne YouTube. Donc évidemment, tout ça, c'est de la fiction, mais c'est présenté comme de la réalité. Il prétend avoir créé une chaîne YouTube pour recenser et archiver les rushs du documentaire qu'un de ses amis était en train de filmer, qu'il n'a jamais terminé puisqu'il a disparu en cours de route. Et donc, il publie régulièrement les rushs qu'il a récupérés sur cassette. Évidemment, sur ces rushs, on voit le Slenderman. Et j'ai des frissons rien que d'en parler. Le truc, c'est que Marble Hornets, si je suis très honnête, ça reprend les codes assez classiques du fan footage. C'est une production 100% amateur, il n'y a pas d'oseille. C'est juste un petit fan de cinéma d'exploitation des années 2000 qui a décidé de faire son truc sur Internet. Le fait que ce soit posté sur YouTube et qu'il y ait toute cette DA en dehors des vidéos, les descriptions des vidéos, la description de la chaîne, le nom de la chaîne, le fait que tout est pensé pour aller dans le sens de la fiction, ça fait que la frontière entre réalité et fiction, précisément, elle est très vite poreuse, voire abolie. Et du coup, tu te poses la question de ce que tu regardes. Je sais que c'est faux, mais si seulement c'était vrai. Et ce vertige-là, il est terrifiant. Le problème, c'est que Backrooms, je suis au cinéma. Je suis au cinéma avec des acteurs et des actrices que je connais, dans un film produit par A24, qui est un studio que je connais bien. Et donc, il va falloir faire plus que rejouer des mécaniques, même si on les rejoue très bien, de rejouer des mécaniques classiques du cinéma d'horreur. Et là est le problème, pendant la première heure du film, je ne ressens rien devant. Je n'ai pas peur, je ne suis pas stressé, je ne suis pas anxieux, parce que je suis à la maison. Je vois exactement les codes qui sont mobilisés. Je suis capable d'anticiper à peu près tous les effets d'horreur que le film mobilise, ce qui fait que je ne sursaute jamais, je suis jamais tendu. Je trouve ça bien exécuté. Je suis surtout très impressionné par la DA du film, parce que c'est un film qui n'a vraiment pas coûté très très cher pour une prod A24. Je crois que c'est une dizaine de millions de dollars à tout péter. Voilà. Je sais que Ken Parsons lui-même a réaliser la plupart des plans truqués numériquement comme il faisait à l'époque de la série Backroom sur les mêmes logiciels un peu rudimentaires. Et quand tu vois la gueule du film, franchement, il y a une exigence technique qu'on voit peu à Hollywood ces derniers temps, si ce n'est justement dans le cinéma de genre peut-être. Donc, je trouve le film de très bonne facture, mais juste, pendant 1 heure, ça marche pas sur moi. Puis après, il y a la 2e heure, mais ça sera peut-être pour un tour de table ultérieur. Sophie. Moi non plus, je connaissais rien, mais rien. Je connaissais pas une image, je connaissais que le nom et puis ce qu'on m'en a raconté, du concept, mais à part, c'est ça, 2-3 discussions avec des copains à un café, genre je n'en savais rien. Et étonnamment, je ne m'attendais pas à ce que ça marche sur moi, parce que Arthur, qui l'avait vu avant, m'avait dit « Alors je pense, toi, que ça va pas du tout te plaire. » Donc moi, j'y vais un peu à reculons, sans aucune envie, en mode de toute manière, ce sera moins bien qu'Obsession, je ne sais pas pourquoi. Et instant 1, moi ça a fonctionné. Je sais pas quelle peur, quelle phobie ça a redéclenché chez moi, ou que je me suis découvert à cause de ce film une phobie pour le bruit du néon. C'est-à-dire le petit néon qui crépite. Je ne savais pas que ça avait cet effet extrêmement anxiogène sur moi. Je ne savais pas non plus que j'avais une phobie des faux plafonds. Et maintenant, je le sais. Et en fait, le film a eu un effet extrêmement... déjà, moi, il y a un truc, c'est comme ça, l'horreur, c'est comme la comédie. Il y a des trucs, tu sais pas pourquoi. Ça marche, et ça, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a terrorisée. De juste pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté du mur, ça me mettait dans tous mes états. Pour moi, c'est un petit peu le descendant, moins bon, attention, mais c'est le descendant d'une angoisse à la It Follows. En tout cas, c'est cette étrangeté qu'il cherche à cultiver. Je trouve qu'il y arrive plutôt bien dans sa 2e partie, même si moi, la première m'angoisse nettement plus. Je sais que Nicolas je veux pas spoiler la vie de Nicolas, mais je sais que la comparaison que je vais faire va lui faire mal. En fait, je me suis sentie, en regardant Backrooms, comme dans Sleep No More, une immersion de théâtre immersive où on se promène dans un lieu qui est étrange, bizarre, hanté, avec des acteurs, et en fait on sait jamais où le uncanny va arriver. Et en Sleep fait, No More, c'est Sleep S-L-E-E-P, c'est pas des gens qui n'ont plus de slip. Alors ça dépend la pièce, ça dépend les endroits, ça dépend des endroits. Je suis allée Slip no more. C'est ça, il y a des endroits où il y a des gens qui n'ont plus de slip. Alors je suis tombée sur la petite pièce de Partouze avec le Minotaure, hein, oui, donc pas beaucoup de slip. Si on n'a pas le contexte de cette phrase, c'est compliqué, mais bref. Mais c'était compliqué aussi à vivre. Mais en fait, c'est que j'ai découvert que le uncanny, ça marchait très très bien chez moi, et que ça m'a poursuivi un peu après. Donc j'imagine que ceux qui connaissent la série, et je pense que c'est là que je vais passer la parole à Nicolas, doivent
ont ressenti ce que j'ai ressenti devant la web-série ou devant les images. Moi, vu que je suis vierge de ça, je l'ai ressenti là-dedans. Quand je suis sortie, pour ceux qui connaissent le cinéma des Halles, il y a une piscine et il y a des espèces de tapis de parcours pour jeunes. En fait, quand je suis sortie de la séance, j'ai regardé, il y a une espèce de petit tremplin, il n'y a pas de porte. Et genre, je comprends plus l'architecture. En fait, je me demande comment l'humain s'est mis à décider des trucs qui n'ont pas de sens. Et en fait, ça m'a perturbée pendant bien 1 heure après le film. Je sais pas l'expliquer, mais ça a fucké mon rapport au réel pendant une bonne heure. Peut-être repréciser d'où ça vient tout ça. Parce que The Backrooms, donc je crois que ça apparaît d'abord sur des forums sur 4chan à la fin des années 2010. Comme beaucoup de trucs d'horreur sur ça, Internet, sur les ça part de creepypasta, 4chan. comme la fondation SCP. C'est-à-dire que c'est très Ça similaire vient à des la forums, fondation. Ça vient des forums. Et puis petit à petit, ça a commencé à être abondé. Et puis il a commencé à avoir des images. Et puis il a commencé à avoir des courts-métrages, dont le fameux premier court-métrage de Parsons, qui était et qui montrait, en fait, dans l'esprit des backrooms, les backrooms, c'est un endroit où en fait tu glisses, c'est ce qu'on appelle le no-clip. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu no-clip dans la réalité et tu tombes dans quelque chose d'autre. Et donc, si vous revoyez ce court-métrage, c'est quelqu'un qui est en train de filmer, qui est sur une équipe de tournage, qui est en train de filmer, je sais plus si c'est du documentaire ou bref, peu importe. Et d'un seul coup, il y a un glitch et il tombe dans les backrooms. Et donc, il tombe dans ces pièces jaunes, exactement celles qu'on voit, sauf qu'il n'y a pas de meubles, il n'y a rien, c'est complètement vide. Et donc, c'est un court-métrage où il explore. Et évidemment, comme dans tout labyrinthe, il y a un minotaure. Et là, on reboucle avec une pièce maîtresse des espaces liminaux, La Maison des Feuilles, le roman monstre univers de Mark Danielewski qu'il faut que vous ayez lu absolument une fois dans votre vie et qui définit vraiment ce que sont les liminal spaces, dont les backrooms sont vraiment l'exemple incarné, c'est-à-dire ces endroits qui sont des non-lieux, des hétérotopies, c'est-à-dire des endroits qui ne sont pas habités, qui ressemblent, qui ont la tour du familier. Ça peut être des bureaux, ça peut être des piscines, ça peut être des zones de jeux d'enfants, ça peut être des murs avec des papiers peints collés, avec des îles tropicales sur les murs. Donc c'est tous ces endroits, c'est des couloirs d'hôtel, tous ces endroits qui sont des endroits qui sont à la fois familiers, mais qui, dès qu'ils sont déserts, deviennent terriblement inquiétants. Donc voilà, c'est ça les backrooms à l'origine. Et puis petit à petit, il y a eu la série, et puis il y a plein de gens qui ont commencé, et c'est devenu un univers absolument gigantesque, comme la fondation SCP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les backrooms, on peut vous dire, niveau 1, c'est les bureaux, niveau 2, c'est ça, niveau 3, c'est machin, niveau 4, c'est les piscines, niveau 5, enfin bref. Et le film va d'ailleurs explorer un peu, mais très mal ça. Et dans les backrooms, il y a effectivement des monstres ou des créatures, et des trucs qui sont d'ailleurs très très peu identifiés la plupart du temps, qui sont en général des formes noires un peu gigantesques qu'on voit très mal, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas le film. Voilà ce qu'est la mythologie. Donc moi, cette mythologie, je l'adore. J'adore les espaces liminaux. Le no-clip, je trouve ça génial de se dire à un moment donné, paf, il y a un glitch en fait, qui pourrait rentrer sur toute la grande théorie de la simulation, dont vient de simulation. Bref, peu importe. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment un endroit de cauchemar total. C'est-à-dire qu'on est dans des espaces qui nous sont familiers, c'est familier, et pourtant c'est hostile parce que ça n'est pas exactement familier comme ça devrait être familier, et notamment parce que c'est déserté, et parce que d'un seul coup on commence à arriver dans des géométries échériennes où d'un seul coup ça se réduit, le couloir devient tout petit, c'est une toute petite porte, quand on se tourne sur le côté, en fait les portes sont sur le côté quand on regarde dans le trou, enfin bref, voilà, d'un seul coup la géométrie commence à dysfonctionner, on rentre dans quelque chose qui est effectivement de la pure matière à cauchemar, c'est-à-dire de la matière première pour du cauchemar. Donc moi j'adore évidemment cet univers. Donc évidemment quand je vais voir le long métrage, j'ai une certaine attente, d'autant que je sais que le film a vraiment cartonné aux États-Unis, donc j'y vais plutôt avec en me disant que je vais passer un bon moment et que je suis content de retourner dans cet univers que j'aime bien. Voilà, malheureusement, je trouve que le passage au long métrage le dénature complètement, et que Kane Parsons ne sait pas quoi faire de son univers, à part nous proposer voilà, ce premier plan found footage à la première personne qui ressemble à l'un des courts-métrages que j'ai déjà vus. Donc je suis bien dans le bon endroit, enfin voilà, dans la bonne atmosphère. Mais après ça, d'un seul coup, c'est très lent. Je trouve que le scénario est vraiment absolument déplorable, et que surtout, moi, pire que tout, il finit par dénaturer
la fibre même, la structure même de ce que devraient être les backrooms en tentant de leur apporter une forme d'explication psychanalytique que je trouve consternante. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que, en fait, il ne sait pas faire autre chose. Et il ne propose d'ailleurs au fur et à mesure de son film rien d'autre que de l'exploration inquiétante. Très bien, mais de l'exploration inquiétante, c'est ce que j'ai déjà vu, c'est ce que j'ai déjà vu dans les courts-métrages, c'est ce que j'ai déjà vu dans les vidéos. Et j'en attendais un peu plus. J'attendais à ce qu'il y ait de la complexification, j'attendais à ce qu'il approfondisse son univers, j'attendais à ce qu'il nous propose autre chose. Et puis, pire que tout, quand on arrive au moment de l'explication et au moment où on commence à rentrer dans cette espèce de bouillie interprétative, psychanalytique à la mort moelle-neu, déjà d'une, je trouve que c'est complètement raté. Et puis, je suis surtout extraordinairement déçu par son monstre. C'est-à-dire que moi, son monstre, c'est pas ça le monstre des backrooms. Son monstre, j'ai vraiment l'impression de voir... Enfin, je vais pas vous dire ce que j'ai l'impression de voir pour pas vous le spoiler si vous allez le voir. Mais voilà, je trouve qu'il ne propose rien, que ces personnages ne m'intéressent pas, qu'ils sont littéralement pas écrits, qu'il y a une bonne grosse demi-heure, 40 minutes de blabla au début avant qu'on retourne et qu'on recommence à partir dans l'exploration, et qu'après ça, encore une fois, il enchaîne des scènes qui sont des scènes de weirdness, mais sans ajouter et sans proposer grand-chose d'autre. Et du coup, je trouve ça beaucoup trop long pour ce que c'est, et je déteste la fin. Voilà. Donc, et je trouve ça par ailleurs relativement laid, c'est-à-dire que je trouve qu'il fait rien. Je veux dire, il a entre les mains un joyau, c'est-à-dire un univers hyper dense, nourri par des milliers et des milliers de personnes, et tout ça pour rester globalement 90% du film dans l'étage des bureaux jaunes, pas nous donner grand-chose de plus, faire des passages un peu suspects en found footage à la première personne qui sont quand même pas très justifiés, pas très justifiables. Je suis vraiment déçu par ce que je vois. Ouais. Non, qui veut en fait, ce que tu dis, ça conforte quelque chose. J'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai pu lire, des gens à qui j'ai pu parler, que ceux qui sont familiers avec l'univers passent globalement un mauvais moment. En tout cas, soit ils n'apprennent rien, soit ils trouvent même que ça dénature le projet. Peut-être que ce film est aussi fait pour ceux qui n'en connaissent... Enfin, au final, ne peut satisfaire que ceux qui, comme moi, arrivent vierges de tout motif. Parce qu'en effet, moi, j'ai l'impression, quand tu me racontes ce que tu as vécu en découvrant la web-série, ou en tout cas tout cet univers qui s'est créé sur Internet, moi, c'est ce que j'ai vécu devant le film. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a aussi ça. Peut-être qu'on a besoin d'avoir un œil un peu nouveau. Et peut-être que c'est ce qu'il a tenté à faire. Si c'est ce qu'il a tenté de faire pour séduire un nouveau public et l'amener dans cet univers, c'est que c'est un pari réussi. S'il s'adresse à ceux qu'il avait déjà conquis avant, peut-être que là le pari est raté. C'est là qu'il faudrait presque le savoir. On n'a pas parlé des performances, mais moi je suis ravie de voir Renata Reinsve dans ce genre de projet. Elle a pas grand chose à jouer quand même. Je veux dire, son personnage sert pas à grand chose, il est pas très bien caractérisé. Ouais, moi justement, on y reviendra, je laisse en fait, je trouve que le cast est très cohérent dans ce qu'on peut appeler le A24 Horror Extended Universe, hein. C'est-à-dire que moi, de retrouver Renata Reinsve, de voir Marc Duplass, moi je suis toujours ravie de voir Marc Duplass. Il peut avoir 2 minutes à l'écran, je suis contente de voir Marc Duplass. Si vous connaissez pas Marc Duplass, cherchez, c'est un acteur absolument formidable. Et puis moi, il y a Lukita Maxwell qui pour le coup a un petit rôle mais qu'on a découvert dans Shrinking et qui a certes un petit rôle, mais je suis ravie de la voir là, et je vais laisser Alexis un petit peu parler peut-être de l'acteur et / personnage principal. Mais globalement, moi je suis séduite par ce rythme un peu boiteux, je suis séduite par ces ruptures, par des dialogues, parce que en fait il me place dans une espèce d'attente qui est que tu as envie d'y retourner, un peu comme le personnage. Moi je suis très embarquée dans ce ok, je dois m'arrêter parce que ça peut devenir dangereux, et en même temps, genre quand tu retournes dans le cauchemar, peu importe par qui, genre là ça devient une chute vers le bas, et vraiment une aspiration cauchemardesque qui encore une fois a fonctionné du feu de Dieu sur moi. Et pour finir, pour moi, sur une espèce d'image à cauchemar un peu moite pour te questionner sur ton rapport à la réalité. Et on n'est pas complètement d'accord avec Alexis là-dessus, mais
moi, j'ai l'impression que le cauchemar n'est pas délimitable. Alexis pense qu'au contraire, c'est délimitable et que une fois que c'est fini. Moi, je suis pas complètement certaine de ça. En tout cas, je l'ai pas vécu comme ça. Et non, moi, ça a été une très très bonne surprise parce que justement, j'en attendais rien parce que justement, j'étais pas sensible à cet univers ou en tout cas pas connectée à ça. Donc, moi, ça a été. C'était un bon moment de... Et puis encore une fois, il y a un truc où la peur, ça ne se justifie pas de manière critique, ça se vit aussi dans ses tripes et j'étais vraiment pas bien, quoi. Genre, ça m'a cringé, comme on dit. Mais en fait, tu vois, sans être aussi véhément que toi, Nicolas, je suis quand même d'accord avec certaines des critiques que tu pointes. Et justement, tu vois, sur ces questions d'ordre esthétique, les séquences en fan footage, tu vois, tu vois ça sur YouTube. Parce que YouTube est une plateforme sur laquelle il y a littéralement des centaines de millions de vidéos et que la plupart de ces vidéos sont des vidéos vraies, authentiques, quand tu vois ça, tu te dis, bon, ça ressemble à un fan footage de la fin des années 90. Mais ça n'en est peut-être pas un. C'est peut-être une vraie vidéo que je suis en train de regarder. Et si c'est le cas, c'est le truc le plus flippant que j'ai jamais vu de ma vie. Sauf que là, je suis au cinéma. Et au cinéma, il n'y a aucun doute sur le fait que ces images-là, elles sont ancrées dans les codes esthétique du fan footage des années 90 et on nous les a tellement resservis à toutes les sauces que ces images-là n'opèrent plus chez moi en fait. Elles ne suscitent plus rien. Mais je suis désolée, je suis obligée de t'interrompre, mais parce que pour une fois, genre là, on a déjà eu ce débat, mais je ne comprends pas cet argument de on l'a déjà vu ailleurs. En fait, le cinéma d'horreur n'invente globalement plus rien depuis très longtemps. Et mais en c'est fait, pas vrai. Mais si, c'est vrai, genre surtout en termes de mise en scène, je veux dire, on a des espèces de fulgurances, mais globalement, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un inventer une technique ou un plan, tu vois. Genre c'est des mash-up, c'est des réinterprétations, c'est des changements de sujet ou de paradigme, mais globalement, enfin du fan footage, on en a, je sais pas moi. 100 films amateurs et 3 produits par an depuis les années 90, enfin tu vois, genre... Oui, mais en fait, c'est pas tant la question de l'originalité que de l'originalité de l'émotion qu'elle suscite. Tu vois, la scène de la voiture dans Obsession, bon, on en a déjà vu des scènes violentes et gore dans le cinéma. La singularité, voilà le mot que je cherchais, la singularité de son montage, de son rythme, de la sobriété de son découpage et de la façon qu'a Curry Barker de gérer la montée en tension fait que le sentiment de terreur que me procure cette scène, je l'avais jamais ressenti devant un autre film. J'avais ressenti d'autres formes de terreur, mais pas spécifiquement celle-ci, tu vois. Et là, pour le coup, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu ces images-là 10 000 fois. Et je ne ressens pas la singularité là-dedans. Néanmoins, là où moi le film me rattrape vraiment, c'est que après 1 heure passée à me demander quand est-ce que j'allais ressentir quelque chose, j'ai abandonné l'idée que le film renoue avec le sel et la spécificité de l'horreur telle qu'on la voit sur Internet. Et arrive donc la deuxième partie, avec le personnage de Renate Reinsve qui devient vraiment le pivot de l'intrigue. Et en fait, à partir de ce moment-là, Ken Parsons décide bêtement de développer un peu la psychologie de ses personnages. Et ce qu'il en fait n'est pas révolutionnaire, mais en fait c'est suffisant pour m'attraper. Et moi, à la différence de toi Nicolas, ce monstre qu'il finit par révéler, pour le coup, chez moi il a fonctionné. Je sais pas si c'est un truc lié à la façon qu'il a de se mouvoir, à son anatomie, à son côté presque un peu comique sur les bords, mais il y a quelque chose dans ce monstre-là qui, moi, m'a vraiment heurté. Et je trouve la deuxième partie du film, alors même que c'est le moment où, à mon sens, le réalisateur abandonne toute idée de convoquer l'imaginaire de l'horreur internet sur grand écran et se dit non mais en fait on va arrêter le truc, on va faire un truc un peu à la Stephen King avec de l'horreur plein cadre et on va être dans un truc un peu train fantôme flippant. Donc sur le papier beaucoup plus classique, mais en fait c'est là qu'il m'attrape, c'est là où il me chope parce que je sens un petit souffle de cinéma et une envie de filmer et une envie d'embarquer le spectateur dans cet univers qui est beaucoup plus prononcé. Après bon, il y a la fin qui est une fin, pour moi une fin qui se voudrait ouverte et qui l'est pas complètement, parce que, encore une fois, le film a du mal, je trouve, à gérer la rupture entre fiction et réalité. Pour terminer, en ce qui me concerne avec Backrooms, je serais pas surpris que le film ait souffert dès sa fabrication de son devenir franchise, parce qu'on le sait déjà, Backrooms va y avoir une suite. Et 24 veut faire une suite parce que le film cartonne de fou, donc ils veulent capitaliser à mort là-dessus. Je sais pas si elle se fera avec Ken Parsons ou avec quelqu'un d'autre, mais moi je pense que le film a souffert de ça. Je pense que dès sa conception, les mecs se sont dit en vrai, là, peut-être on a matière à faire une franchise de 2 ou 3 films, donc on va commencer à semer des petites graines pour la suite, et puis si ça nous sert à rien, tant pis, c'est pas grave. Et moi je pense que c'est un peu pour ça que le film essaye de jouer la fin ouverte qu'il n'est pas vraiment, et je trouve qu'il se finit de façon un peu maladroite. Si je peux rajouter un petit truc pour conclure en ce qui me concerne, moi je trouve que
ça aurait pu vraiment me saouler. C'est peut-être pour ça que Arthur, qui malheureusement n'est pas là, aurait pu prédire. Qui aime beaucoup le film. Qui aime beaucoup le film, même plus que moi. À anticiper que je n'aimerais pas le film, c'est parce que c'est un film un peu bicéphale et ça se tient déjà dans sa production. Donc on l'a dit, c'est un film A24, mais c'est produit littéralement par 2 mecs du cinéma d'horreur qui sont antithétiques. C'est-à-dire qu'on a James Wan avec Atomic Monster d'un côté, qui est quand même le gros bourrin de la bourrinerie, du gros blockbuster et des petits films qui tâchent, mais c'est quelqu'un de très grand public, James Wan, que ça marche ou que ça fonctionne. Enfin, quand ça marche très très bien. Encore une fois, les Conjuring, les Insidious ou tout ça, il sait faire de l'horreur très grand public. En tout cas, il est malgré tout très mainstream. Et c'est aussi produit par Osgood Perkins, qu'on connaît pour des univers beaucoup plus grinçants, beaucoup plus sales, beaucoup moins accueillants avec le public, qui sait créer de l'imagerie d'horreur comme peu savent le faire actuellement, mais qui est vraiment beaucoup plus niche. Osgood Perkins, c'est pas à mettre devant tous les yeux, ça peut fortement ennuyer. Et en fait, pour moi, c'est un petit peu ça qui aurait pu faire pour moi une radicale césure en mode le film n'a pas d'identité, et c'est peut-être en fait ce parfait mélange dont tu parlais, en tout cas entre première et deuxième partie, qui m'a rendu l'objet encore plus cringe, encore plus singulier. Donc moi j'attends de voir, non pas forcément la suite, parce que là quand je savais pas qu'il allait y avoir une suite, pour moi il y a un petit côté à la Cube aussi dans sa fin, et notamment à la Cube 2, qui est un peu en mode peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que expérience, pas expérience, peut-être que truc gouvernemental. Enfin, je le dis volontairement des mots qui n'ont pas forcément de rapport, mais vous voyez, genre un truc à la X-Files, un peu en mode tu sais pas trop mais il y a du mystère. Je sais pas trop si c'est franchisable, mais en même temps ils ont bien franchisé tout et n'importe quoi dans l'horreur. Ça peut faire un peu comme Grave Encounter, c'est d'en faire d'autres, parce que pourquoi pas, on reprend des gens et on décline. Et en même temps, décliner, c'est aussi le concept du film. Donc, D'autant que, encore une fois, il y a matière. C'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment une backstory des backrooms qui est très 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 importante et qui peut être vraiment développée, sur le fait que il y a même, si je ne m'abuse, j'en ai fait que les premières minutes, mais enfin les costumes hazmat, etc., ça vient directement du jeu Enter the Backrooms, et qui fait explorer, etc. Donc en fait, je veux dire, il y a vraiment. J'ai aucune envie de jouer à ça, ça a l'air d'être terrifiant. Genre, Ah ouais, moi j'ai très envie. Le jeu est pas mal. Enfin, je l'ai pas terminé, donc je me prononcerai pas, mais. Toi, t'as un peu envie de voir une suite ? Si c'est mieux que ça, oui. Ouch. Allez donc vous faire votre propre idée sur Backrooms de Kane Parsons avec Chiwetel Ejiofor et Renate Reinsve, et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt erré toute une vie dans des couloirs de bureaux abandonnés, ou erré toute une vie dans le labyrinthe des Tuileries à la recherche de Michel Le Kiefer. J'ai la F. Allez, bien, puisqu'on parle de jouets intimes, il y a jouets intimes et jouets intimes. Il ne faut pas les confondre. Sinon, on finit par se retrouver avec une tête de Barbie dans l'anus. C'est le retour de vos joujoux favoris, Woody et Buzz. Il faudra que je vous parle un jour de ce documentaire des gens qui avalent des têtes de Barbie pour avoir des orgasmes à la déjection. C'est une réalité. Ah oui, c'était pas la peine d'en parler. Voilà, pardon. Il fallait pas me le dire quand j'étais en train de manger de la scarmozza, ça m'a fait vraiment un effet un gag réflexe inattendu. C'est le retour de vos joujoux favoris, donc pas Barbie, mais Woody et Buzz, pour un 5e épisode, d'ailleurs porté pour une fois par le personnage féminin de Jessie. Les jouets sont cette fois-ci confrontés à un problème qui semble bien insoluble, la généralisation des tablettes et des écrans qui éloignent durablement les enfants de l'esprit du jeu. Comment faire pour les faire décrocher de ces instruments qui ne répandent que le malheur et la conformité ? Je suis ton ami. Woody. Je suis venu le plus vite possible. Pourquoi tu portes une robe, Woody ? Ça s'appelle un poncho, fourchette. Quelqu'un a un feutre marron. Halte ! Qui va là ? Wow, je viens en paix. Toy Story 5 d'Andrew Stanton avec les voix anglaises de Tom Hanks, Tim Allen et John Cusack comme depuis le début. Qui veut commencer, Alexis ? Écoute, c'est bizarre Toy Story 5 parce que je pourrais, en étant honnête, dire que je suis agréablement surpris parce que je m'attendais à une catastrophe industrielle, et en même temps je pourrais aussi être honnête en disant que je suis déçu bizarrement. Pour moi il y a deux gros problèmes dans Toy Story 5. Alors on va passer, je pense, relativement rapidement, en tout cas moi je passerai rapidement sur le fait qu'effectivement c'est très beau, mais bon, on n'attend pas de Pixar autre chose que de l'animation magnifique, et donc à un moment je pense qu'il faut arrêter de s'extasier sur ce qui est la condition première de leur savoir-faire et de leur réputation, à savoir qu'ils font de la très belle animation. Je trouve le film
par ailleurs tout à fait divertissant, globalement assez bien rythmé. Je pense que si tu vois ça quand t'es gamin, ça te met des paillettes dans les yeux. Donc la mission est quand même globalement assez bien remplie, mais j'ai 2 problèmes avec. Le premier, c'est que je trouve le film profondément stupide. C'est-à-dire que ça commence par « Oh là là, mais regardez, tous ces gens qui sont sur des écrans » et évidemment, les écrans en question, on fait aucune distinction entre l'écran d'un téléphone portable, d'une tablette pour enfants, d'une télévision, d'un ordinateur sur lequel peut-être quelqu'un joue aux jeux vidéo. Donc déjà tu te dis bon, ok, très bien, ils ont pris l'argument le plus basique possible pour dérouler leur récit. C'est pas très solide et de fait je trouve que le film est quand même pas mal cousu de fil blanc dès lors qu'il renoue avec cette thématique et ce sujet des écrans qui privent les enfants de la matérialité des jouets et qui les font grandir trop vite, etc. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, le film m'a fait pleurer, surprenamment, mais ce qui me pose problème, c'est la raison pour laquelle je pleure. Parce que je pleure pas à cause de ce qui se passe là de nouveau dans Toy Story 5, je pleure parce que, comme tu l'as dit, le vrai personnage principal du film, c'est Jessie, et que donc le film va réinvestir l'arc narratif qui nous avait été donné dans Toy Story 2, sur le fait que Jessie est un jouet abandonné. Et en vrai, je pense que c'est un aveu d'échec. Quand tu es obligé de remettre sur la table l'intrigue d'un film sorti en 1999 pour faire pleurer ton spectateur, c'est que le récit que tu nous sers en 2026, vraiment, il n'a pas grand-chose à défendre, quoi. Sophie. Globalement, on a un peu le même avis avec Alexis, mais moi, l'arc en lien avec Toy Story 2 m'a plus que touché. En fait, Toy Story 2 est un film que je défends depuis très longtemps. Je le trouve même bien meilleur que le 1. Et ça, genre, en vrai, dans les fans de Toy Story, il faut pas trop le dire. Mais je trouve que le personnage de Jessie, qui est doublé par John Cusack, est un personnage vraiment intéressant. Bien plus que Bergère, cette nullos qui nous a cassé le 4e film, qui était un personnage, entre guillemets, féminin fonction, pour dire « Ah, regardez, ce personnage qui était tout tradwife dans le premier, en fait, dans le 4e, on va en faire une espèce de girl boss qui enlève son jupon et qui fait du kung-fu insupportable. Alors que Jessie, c'est un vrai personnage féminin intéressant depuis sa première apparition dans le 2, parce que notamment c'est un personnage qui a un PTSD. C'est un personnage qui a vécu un traumatisme fondateur qui est qu'elle a été abandonnée. Et en fait, ce qui était fort et ce qui a toujours été fort chez Pixar, c'est d'avoir des lignes de lecture différentes pour différents âges. Et je trouve que Jessie, quand t'es enfant, elle vient trigger ta peur de l'abandon, et en fait quand t'es grand, elle vient te rappeler genre tes pires ruptures. Il y a quelque chose de l'ordre de cette personne est partie sans moi, je sais pas ce que je vais faire sans. Enfin vraiment, il y a quelque chose où elle a été traitée comme un personnage adulte aussi, en pleine séparation, quoi. Et ce que je trouve magnifique dans l'axe de Jessie, que ce soit dans le 2e, le 3e ou le 5e film, c'est que c'est un personnage qui évolue, mais qui évolue pour te raconter que elle qui a été pendant un temps la métaphore de l'enfance qui veut subsider au temps qui passe, qui veut rester cette espèce de petite paillette dans le cœur des adultes, mais en fait finalement l'enfance aussi doit laisser partir l'enfant. Enfin, il y a quelque chose, genre, je suis peut-être pas hyper claire, mais ce que je veux dire, c'est que la métaphore fonctionne bien avec Jessie, parce qu'on vient clore son arc de manière extrêmement émouvante. Mais le truc, c'est que c'est pas le cœur du film. En réalité, le vrai arc narratif du film, c'est Bonnie, la petite fille qu'on a découvert dans le 3e film, qui est un chouïa plus vieille, là où pareil normalement la saga Toy Story, il y a les années qui passent qui suivent Andy, notamment dans 1, 2, 3, et là en fait Bonnie en quelques années, elle a pas pris quelques années, elle a pris genre 1 an, genre elle est relativement petite, Bonnie, et en fait moi le fait qu'elle ait une tablette pour se faire des copains, je trouve que tout est survolé, mais tout est survolé, ça essaie de traiter beaucoup trop de sujets, ça essaie de traiter le harcèlement, la weirdness, le fait qu'elle arrive pas à se faire des copains, le fait qu'elle est encore un peu à part dans sa bulle. Enfin, vraiment, je trouve que le film survole ça, alors que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de clore l'arc de Jessie, et ça, ils le font hyper bien. Oui, moi je vais être un peu je vais être un peu l'inverse que pour les backrooms de Toy Story. C'est très curieux parce que moi Toy Story n'est pas une série que je tiens, que je porte dans mon cœur. C'est pas des films très agréables, mais je les confonds. En discutant, je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais raté le 4e. J'en avais aucune idée. J'ai toujours trouvé le design des personnages de Woody et Buzz assez laid, pour être tout à fait honnête, depuis le premier. Et j'ai jamais considéré que c'était des mauvais films, mais ils se mélangent dans ma mémoire comme une bouillie, sans que ça m'ait
voilà, tirés. C'est pas par exemple Lao, c'est pas les Indestructibles qui sont pour moi des Pixar beaucoup plus importants. Pour moi. Je dis pas dans l'absolu. Donc j'y allais pour être tout à fait honnête avec les gens qui nous écoutent. Au début j'avais dit Toy Story 5 ça me gonfle, je vais zapper. C'est vous dire à quel point ça m'intéresse pas beaucoup. Et puis finalement j'ai trouvé le temps d'y aller et contrairement à Sophie et Alexis, écoutez, moi qui suis pas très à cheval sur la mythologie et sur la narration et des différents épisodes de Toy Story, écoutez, j'ai passé plutôt un agréable moment. Parce que je trouve que le pari narratif, alors déjà je suis très content que effectivement le personnage principal soit Jessie qui est courtisé par Buzz. Je trouve ça déjà intéressant d'inverser un peu les valeurs et de changer les jouets pour garçons, tout ça, etc. Bon bref, ça c'est anecdotique, mais néanmoins c'est quand même assez intéressant. Et je trouve que l'ambition de dire pour un film Disney de s'attaquer finalement quand même à la généralisation des écrans et au fait que les écrans sont un appauvrissement de l'imaginaire chez les enfants, je trouvais ça assez culotté. Très sincèrement. Je trouvais ça assez culotté et je trouve, contrairement à ce que dit Sophie, moi que celui-là n'est pas si mal abordé que ça pour un film familial qui s'adresse quand même plutôt aux petits. Et je trouve que ce sujet-là, en fait, moi je serais, j'aurais des gamins de 8-10 ans, je serais ravi de les amener voir Toy Story 5 pour leur dire, vous voyez, quand même, c'est intéressant ce que ça raconte. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire ? Pourquoi à un moment donné taper sur un écran pour faire sauter une grenouille ou pour chatter avec ses copines en s'envoyant des gifs, c'est pas forcément très, très, très stimulant intellectuellement. Et puis on peut en souffrir. On peut en souffrir parce qu'on peut souffrir d'ostracisme numérique. Moi, je trouve ça quand même assez culotté de réussir à intégrer ces problématiques-là. Par ailleurs, je trouve qu'il y a toujours, alors là, bon, évidemment, comme Alexis le disait, mais c'est quand même important de le repréciser, une maestria technique qui est démentiel, c'est-à-dire que la qualité des images qu'on voit, pour vous donner un petit exemple, on arrive à un point où on distingue le léger duvet blond sur la joue de la petite fille quand il est pris dans les reflets du soleil. Et là, waouh, enfin, je veux dire vraiment la qualité de représentation, par exemple, des véritables animaux. Et il y a un cheval notamment, enfin, il y a des lapins qui sont plus beaux que ceux de Disclosure Day. Hein. Non mais vraiment. Est-ce que c'était si dur que ça ? Peut-être pas. Mais donc voilà, donc il y a une maestria technique gigantesque. Je trouve que le film est quand même relativement bien troussé en termes d'aventure, c'est-à-dire que ça rebondit, il y a différents lieux, il y a différents endroits, il y a différents enjeux, il y a notamment toute une contre-narration. On suit cette histoire de Jessie et de la petite fille à la tablette, et pendant tout le reste du film, on va suivre une troupe de Buzz l'éclair tombé du camion littéralement, qui essaye de retrouver, de rejoindre Star Command, c'est-à-dire leur base de commandement. Je trouve que voilà, il y a tout ce que j'attends en fait d'un Pixar, c'est-à-dire de l'aventure, un propos qui est quand même, je trouve, assez astucieux et vraiment une vraie belle qualité graphique. Donc je suis plutôt content du film. Maintenant, il y a un problème qui, à mon sens, est le problème majeur du film, c'est que ce courage du discours sur les écrans, en fait, au bout de 2/3 du film, il est mis à la poubelle. Bah oui. Littéralement. Évidemment. Mais en fait, tu vois, moi, j'ai une dent vraiment contre le patron actuel de Pixar, qui est Pete Docter. Parce que Pete Docter, quand même, c'est pas rien ce gars-là. Quand tu regardes les films qu'il a réalisés pour Pixar, c'est le réalisateur de Lao, si je dis pas de bêtises. Ah bah non, tu dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est quand même... C'est pas n'importe qui, et il se trouve que Pete Docter est aujourd'hui, en tant que président de Pixar, celui qui laisse les idées stupides et bêtement mercantiles de Disney rentrer et contaminer l'écosystème Pixar, qui pendant longtemps en était protégé. À l'époque où Disney déjà commençait à nous sortir des films live-action tout pétés, remake de ces classiques d'animation, il y avait Pixar à côté qui continuait de tenir la barre et de dire non, nous on fait des histoires originales, des nouveaux persos, des nouveaux univers, parce qu'on prend pas notre public pour des crétins. Pete Docter, lui, est arrivé, il a dit Disney veut majoritairement qu'on relance des franchises, on va relancer des franchises. Et tu sens que le côté très... j'ai pas de meilleur terme pour le définir, bêtement centriste de Disney, qui veut faire plaisir à tout le monde, qui ne veut froisser personne, là ça y est, c'est bien rentré dans la tête des dirigeants de Pixar, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un film qui, alors moi perso je trouve que dès le début c'est complètement stupide, mais qui effectivement
a un discours et un angle bien précis sur les écrans, et un angle critique, et qui au bout d'un moment va dire, en fait, il suffirait de pas grand-chose pour que tout ce petit monde-là puisse s'entendre et vivre harmonieusement. Tu dis, mais c'est pas du tout ce que tu me vendais au départ, ça. Donc il y a une espèce, effectivement, de renversement, de changement de fusil d'épaule en cours de film, qui est vraiment dommage, parce que du coup, le film termine un peu en queue de poisson. Enfin, il y a un sentiment d'inachevé et d'inaccompli dans ce film-là, qui est franchement regrettable à ce titre. Alors, il y a un truc que je n'ai pas précisé, je fais partie d'une espèce de secte qui considère que de toute manière, il n'y a plus de film Toy Story après Toy Story 3. Oui. Toy Story en 3 films... Je connais cette religion. Mais bien sûr, parce que Toy Story 3 a l'une des plus belles fins de l'histoire des trilogies. À savoir que, comme je l'avais un peu précisé par rapport à Jessie, mais en fait, quand on suit Andy, le premier petit garçon des films Toy Story, d'abord il est relativement petit, après il est un peu plus ado, en tout cas il est un peu plus vieux, et ensuite il est carrément genre il va à la fac. Moi Toy Story, comme beaucoup de gens, j'ai refait un petit truc, genre c'est littéralement la saga qui a suivi mon âge, c'est-à-dire que quand Andy part de chez ses parents pour aller à la fac, moi je vois le film, j'ai 19 ans, donc c'est que littéralement j'ai l'âge d'Andy, et quand le film est sorti j'avais 5 ans, et puis etc. Et ce qui était parfait, c'est que le film se terminait sur une transmission à la petite Bonnie, qui est sans doute l'une des fins les plus tristes et les plus belles que Pixar ait pondues. C'est pareil, un peu, je suis comme Nicolas, moi j'ai pas ce culte autour de la saga Toy Story, je l'aime beaucoup parce qu'elle fait partie de mon histoire d'enfant cinéphile, mais c'est pas ce que je préfère, je vais être beaucoup plus sensible à Lao ou à Wall-E notamment. Mais par contre, je trouve que la fin de Toy Story 3 était parfaite. Et donc de toute manière, tout ce qui est fait après, pour moi, c'est purement mercantile. Au moins celui-là, contrairement aux 4, ils nous ont pas rajouté 600 000 personnages qui étaient tous peluchables. Exploitables commercialement. Disons-le. Ouais, enfin, t'as fait des peluches pour les foutre à Disney, quoi. Enfin, voilà. tu vois, genre, on va le dire comme ça. Celui-là, peut-être un peu moins. À part faire une tablette, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Peut-être que c'est leur but, je n'en sais rien. Mais donc, moi, celui-là, déjà, je le prends comme une trahison, comme l'était le 4. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de ça. Donc, tout ce que je vais retenir, c'est qu'il y a des Buzz l'éclair qui sont très rigolos, mais que pour les rendre encore plus drôles, ils sont obligés de piquer la vanne du 2, hein, à propos de Zorg, qui est une vanne absolument hilarante, mais qui a déjà été faite. Et ça, je pique l'argument à Alexis, tout ce que font les petits Buzz l'éclair, encore une fois, c'est très très drôle, mais c'est un court-métrage à part. En fait, ils sont là pour arriver de toute manière, un peu comme un cheveu sur la soupe, pour un bout de scénar un peu cousu de fil blanc pour apporter du drama et de la résolution. Donc en réalité, ce qui m'intéresse, c'était là où on a clos les arcs dramatiques de Buzz et de Woody dans le 3, au moins celui-là, on clôt celui de Jessie. C'est pour ça que le film a malgré tout un peu mon affection. Et après, je vais malgré tout rejoindre Nicolas. Enfin, je vais pas mentir, j'ai passé un très bon moment devant le film. Mais en vrai, est-ce que j'aurais pas été plus heureuse avec un film beaucoup plus original de la part de Pixar ? Est-ce que j'aurais pas voulu avoir... Par exemple, je trouve que Jumpers, fondamentalement, est un film qui est moins bien tenu que celui-là en termes de rythme, mais pourtant j'étais juste tellement satisfaite d'avoir un nouvel univers, de nouveaux personnages, une nouvelle narration, des nouveaux thèmes à explorer, parce qu'en fait Pixar de film en film ne cessait de m'ouvrir des portes d'univers qui m'ont satisfaite en tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant qu'adulte. Et là en fait j'ai juste l'impression qu'on met malgré tout une pièce dans ma machine à nostalgie, donc évidemment que ça fonctionne parce que comme tout le monde j'ai un petit cœur qui bat, mais par contre j'aimerais bien une prise de risque. Et fun fact, j'étais en train de vérifier, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que des jouets Lilypad, c'est-à-dire que la tablette soit véritablement mise en vente et commercialisée par Disney. Ouais, mais donc, c'est très bien d'avoir ce genre de discours et ensuite de dire non mais regardez, vous allez pouvoir le foutre entre les mains de vos enfants. Mais tu vois, en fait, je vais terminer là-dessus pour ce qui est de Toy Story 5. Je trouve que c'est un film qui illustre très bien le problème inhérent aux franchises et la raison pour laquelle les franchises, au bout d'un moment, c'est forcément frustrant et décevant. Il y a une idée dans Toy Story 5 qui est absolument géniale, mais vraiment absolument génial, et qui en plus contraint Pixar, et ça pour le coup c'était pas arrivé depuis un bon moment, à changer leur façon de faire de l'animation. C'est-à-dire que pour la première fois on va voir ce que les jouets se représentent quand ils sont manipulés par les enfants. C'est-à-dire qu'on va voir, pour le coup, avec une animation, c'est dans la bande-annonce, hein, c'est pas un spoil du tout, avec une animation qui emprunte davantage au code de l'animation traditionnelle, du pointillisme pastel, on va dire ça comme ça. Quand les enfants jouent avec les jouets, forcément les enfants s'imaginent des histoires et en fait les jouets matérialisent ces histoires-là. C'est une super idée.
Et moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, ça pour le coup, c'est vraiment nouveau, ça valait la peine de le faire. Mais je suis immédiatement frustré en me disant, c'est vraiment con que ça arrive dans le 5e film. Parce que si ça s'était arrivé dans Toy Story 2 ou Toy Story 3, ça aurait encore davantage approfondi ces films-là, qui pour le coup sont vraiment des films importants, là où Toy Story 5 reste une suite dispensable. Et c'est toujours, ça c'est vraiment le problème des franchises, c'est toujours emmerdant quand t'as une super idée qui arrive 2, 3, 4 films trop tard, au sein d'un film qui est en lui-même fondamentalement pas obligatoire, quoi. Ça c'est frustrant. Et c'est juste aussi la première fois peut-être même une des premières fois chez un Pixar où vraiment j'ai l'impression qu'on me prend un peu pour une conne sur un point. Alors en fait ils ont inventé malgré tout des nouveaux personnages dont un appareil pour aider les enfants à faire caca. Oui, une espèce de Game Boy qui est censé qui est censé apprendre aux enfants à être propres eux-mêmes. Il est rigolo, il fait des blagues de caca. Rigolo. Oui, moi il m'a fait bien rire. Dans quel monde il se connecte au Wi-Fi ? Dans quel monde ? Non mais de toute façon, j'étais ouf sur ce truc. On l'a pas dit parce qu'on peut pas non plus parler du film pendant 2 heures, mais il y a un énorme problème avec la technologie. C'est-à-dire que le film est censé être plus ou moins, si j'en crois la timeline globale de la série, il est censé se dérouler en 2026. Il est contemporain. À quel moment le personnage de Blaze, qui est donc la deuxième gamine, qui est pour le coup un personnage nouveau installé par ce film-là, qui est un chouette personnage et qui est donc la propriétaire de cette petite Game Boy à caca, je sais pas comment l'appeler autrement, Smarty Pants, voilà le nom du personnage. Elle est censée, on nous le dit à un moment, elle est censée avoir 9 ans et demi. Ça veut dire que l'âge auquel elle a utilisé cette espèce de petite Game Boy, elle avait quoi ? 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans max. Ça veut dire le début des années 2020. Est-ce qu'on peut vraiment acheter qu'un enfant ait utilisé un truc aussi vieillot que Smarty Pants au début des années 2020 pour apprendre à être propre ? Je ne crois pas. Je l'achète pas. Alors je l'entends, mais je m'en fous. Mais c'est juste que pour une fois, je sens que les objets sont très gadgets pour pouvoir faire avancer l'histoire. Genre, il n'y a aucun monde où je pense qu'ils peuvent se connecter en Wi-Fi et que c'est 3 petits appareils un peu vieillots. Et surtout, on l'a pas dit, mais ils mettent littéralement toute la technologie sur le même plan. Enfin, en tout cas, une espèce de vous êtes l'ennemi. Parce que Jessie et les autres jouets voient n'importe quel objet électronique comme l'ennemi avec un grand E qu'il faut abattre et ils les mettent sur le même plan. Et puis finalement, peut-être pas. Il y a un truc qui fonctionne pas dans cette rhétorique. Alors que les enfants s'amusaient quand même beaucoup plus avec des cliffoirs. Les cliffoirs, qu'est-ce que c'est que J'ai entendu des cliffoirs, je crois que... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un jouet que les enfants se font avec une tige de sureau pour lancer de l'eau comme avec une seringue. Ah, en 1848. Possiblement. Probablement. Waouh, quel jouet incroyable. Mais au moins, on s'amusait à cette époque-là, quand on murait du typhus à 2 ans et demi. Moi, j'avais pas de cliffoir, mais j'avais la Wii, pas de bol. T'as vu ce que t'es devenu ? Oui, je suis vivant. Tout simplement. Allez donc voir, pour vous faire votre propre idée, Toy Story 5 d'Andrew Stanton avec les voix originales de Tom Hanks, Tim Allen et John Cusack. Et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt troquer vos vieux jouets contre une tablette connectée ou vous branchez sur secteur pour vibrer. Aïe. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Il en reste un peu plus, est-ce qu'on vous le laisse ? Ouais. Allez, pour changer. Vas-y, Alexis. Moi, ça va être assez rapide, mais je voulais profiter de ces recommandations de fin d'épisode pour mettre un petit coup de projecteur, et c'est pas la première fois, sur le travail du cinématographeur Victor Norek, de son nom civil, qu'on connaît bien autour de cette table, et qui vient de sortir là, ça fait quelques jours à peine, un nouveau format de vidéo, des vidéos plus courtes, qui s'intitulent « Vous avez vu ?», point d'interrogation, et qui vous propose de comprendre étape par étape les différents éléments de langage de l'art cinématographique et comment les cinéastes utilisent ces éléments de langage pour vous raconter quelque chose au-delà du simple scénario. C'est un format hyper accessible, très pédagogique, avec des exemples bien choisis et vraiment bien analysés. Et je fais cette reco-là pas simplement parce que je trouve que le travail de Victor est super, mais parce que c'est des vidéos qui malheureusement, et je pense qu'il serait d'accord avec moi, ne sont vraiment pas très très bien mises en avant et qui font beaucoup moins de vues que ces vidéos habituelles. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc si vous avez envie d'en apprendre plus sur la mise en scène de cinéma et revoir un peu les bases, parce que ça fait jamais de mal, allez donner de la force à Victor Norek. Donc ces vidéos s'appellent Vous avez vu, et c'est publié 1 fois par jour en ce moment même. Sophie, non ? Alors j'avais marqué dans le tableau dormir et boire frais. Oui. Donc si vous voulez, je peux vous dire à quel point le sommeil c'est bien et à quel point il fait très chaud et que boire frais c'est bien aussi.
Oui, mais moi je suis en train de lire des livres qui ne sortiront qu'à la rentrée prochaine, donc je ne peux absolument pas vous en parler. Pas en parler. Donc, mais je vous en parlerai à la rentrée, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on peut dire aux gens de s'hydrater, parce qu'il fait très chaud. Hydratez-vous absolument, buvez de l'eau, et si vous avez du mal à boire de l'eau, vous pouvez vous envoyer de l'eau avec des clifoires. Si vous avez des branches de sureau à côté de chez vous. Mais qui a des tiges de sureau? Quelqu'un qui a un sureau dans son jardin. Voilà, mais qui a du sureau dans son jardin? Il y a plein de gens qui ont des sureaux dans leur jardin. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer des photos de vos sureaux au 3615 centrecage@gmail.com. Cette boîte mail, l'enfer. Je suis sûr que chez les Doubidou, on cultive le sureau. Par exemple, c'est vraisemblable. Pour faire des clifoires. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour les actus. Bye les amis et gloire au PD. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je vois. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.